Bonsoir Emma Rose, bonsoir Hilaire, bonsoir à tous ceux qui sont connectés et bienvenue sur ce live Facebook de United for Cameroun, live consacré à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Alors, pour vous tenir compagnie ce soir, nous avons notre chère compatriote Emma Rose de la société civile qui a bien voulu répondre à notre invitation pour essayer d'échanger sur des différentes thématiques. Bonsoir. Merci. Vous avez Hilaire, que vous connaissez, le coordonnateur de United for Cameroun, qui est là ce soir. Bonsoir, c'est Ghislain. Bonsoir, Emma Rose. Merci de nous faire l'honneur de venir sur le plateau de United for Cameroun, Emma Rose. Le plaisir est partagé, en tout cas. Toujours un plaisir de discuter des affaires de notre beau pays, le Cameroun. Merci. Je suis Serge Ghislain, le modérateur ce soir. Alors, aujourd'hui, nous allons parler dans un premier temps de United for Cameroun. Vous savez, notre organisation très engagée dans la lutte en diaspora. Beaucoup se demandent qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que United dit, voilà, en tant que membre de l'APC. Et vous avez vu aussi certains sorties des personnes isolées qui se sont prononcées à la place de United for Cameroun. Nous allons éclaircir tout ça aujourd'hui. Nous allons aussi parler de cette actualité. Vous avez vu la coalition Issa Bello qui divise. Et le point le plus important pour United for Cameroun reviendra en troisième position, la défense du vote. Nous allons voir aujourd'hui si on est prêt à défendre ce vote. Qu'est-ce que pense la société civile à travers Emma Rose? Qu'est-ce que United for Cameroun pense? Et nous allons parler des autres candidats parce que il y a quelques jours, la campagne a commencé et nous voyons des candidats qui, entre guillemets, d'autres qui traînent des marées humaines, d'autres qui peinent à rassembler les Camerounais. Alors, donc, chers followers, c'est sur cette thématique que nous allons débattre ce soir. Alors, je vous le disais tantôt, United for Cameroun, une organisation de la société civile qu'on ne présente plus, qui, depuis l'avènement de l'APC, s'est engagée auprès de l'APC, qui, depuis 2020, est sur la scène en diaspora, à travers des mutilations, que ce soit combattre l'injustice. Les derniers en date, vous avez vu, nous attendons encore l'ouverture du procès parce que United for Cameroun a traîné quand même devant le Haut Commissariat des Nations Unies, l'ONU déjà, dénoncé le partenariat ONU et l'ECAM. Le dossier suit son cours et voilà, nous avons été aussi participatifs par rapport à tous les conclaves de l'APC durant toutes ces périodes qui ont marqué le rejet de la candidature, que ce soit au niveau de l'ECAM et la Cour constitutionnelle. Vous avez vu sur le plateau, il va essayer de développer. Vous avez vu depuis un certain moment un coordonnateur de United qui a pris sur lui de donner la position de United. Et vous avez vu le démenti de United à travers des communiqués. Et ce soir, nous confirmons un peu la position de United. Je vais laisser Hilaire essayer de présenter cette position et puis nous allons essayer de donner des détails. Hilaire. Bonsoir une fois de plus à nos followers. Je vais prendre la parole aujourd'hui spécialement en tant que chargé des relations publiques à United for Cameroun, dans la voie la plus autorisée pour porter un certain message de United for Cameroun. United for Cameroun est engagé aux côtés de l'APC pour soutenir la candidature
du président Maurice Kamto qui a été arbitrairement recalé contre toute logique juridique. United for Cameroon demeure une entité juridique et a des statuts et un fonctionnement connu. Nos décisions sont souvent collégiales, c'est-à-dire que nos décisions sont prises à la majorité des coordonnateurs. Il n'existe pas, il y a donc la démocratie en elle-même est notre boussole au sein de United for Cameroon. On a vu, nous avons été surpris de voir un coordonnateur prendre la parole sans consultation préalable au nom de United pour déclarer le soutien à un certain candidat. Nous appelons à United de tous nos voeux à la coalition des candidats. C'est d'ailleurs aussi la position de l'APC. Nous attendions que les candidats trouvent un consensus. Les candidats les plus en vue actuellement trouvent un consensus actuellement et nous porterons notre propos. Il n'en demeure pas moins que des discussions internes sont menées pour essayer de voir comment on pourrait soutenir un certain candidat, mais pour le moment, on n'a encore pas trouvé un consensus collégial qui nous permettrait de communiquer de façon officielle dessus. Après, si on a des coordonnateurs qui prennent la parole, qui sortent publiquement soutenir certains candidats, je déplore simplement qu'ils aient fait en utilisant le logo et la communication visuelle de United pour déclarer une position personnelle. Aujourd'hui, nous nous adressons sur le plateau de United et nous portons la voix de la collégialité au sein de United. Donc, le démenti a été fait. Nous confirmons qu'en réalité, nous, United, nous ne sommes ni de près ni de loin attachés à cette position unilatéralement prise par un des nôtres. Merci. OK. Je vais ajouter en disant que vous avez vu quand même dans ces sorties, c'est une volonté de nuire au point même de s'attaquer à l'APC. Je dirais qu'aujourd'hui, le rapport entre United et l'APC reste au beau fixe. D'ailleurs, pour ceux qui le savent, cette alliance politique pour le changement a été créée effectivement pour mener à bien cette période électorale au Cameroun. Alors, nous, à United for Cameroon, nous avons demandé que tout Camerounais qui aspire au changement doit prendre ses responsabilités. Aujourd'hui, dans la lutte de United, aujourd'hui, depuis 2020, nous avons prôné pour l'alternance, nous avons prôné pour le changement et nous sommes même allés jusqu'à dénoncer et dire que le régime RDPC a échoué et par conséquent ne devrait plus être aux affaires du pays. Et donc, pour ce fait, en tant que membre de l'APC qui devrait soutenir une coalition, les coordonnateurs, comme l'a dit Hilaire, suite à un sondage en interne, la majorité était pour ne pas être un positionnement fixe. Mais par contre, que tout le monde puisse, en ce qui le concerne, œuvrer pour ce changement et défendre son vote. Aujourd'hui, l'une des missions les plus importantes de United for Cameroon, c'est d'accompagner ce peuple, d'expliquer et de faire comprendre que la façon dont les choses se dessinent, il faut voter, mais connaissant cette machine à fraude, c'est la révolution populaire. Et ça, United y tient fermement. Donc, des sorties des personnes qui se présentent comme fondateurs, à United for Cameroon, il n'y a pas de fondateur, il n'y en a jamais eu, ni de fond.
coordinateur, ni de directeur, ni de président. Ceci étant, Rose, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un problème interne à United, mais pourquoi est-ce que, en ce moment, à la veille des élections, nous assistons quand même dans toutes les organisations? Serge, excuse-moi, toi qui es à la régie, je me permets de te couper avant que Rose ne prenne la parole. Est-ce que l'émission est correctement relayée sur les plateformes? J'ai l'impression que ça ne... Je sais, ouais, pour le moment... J'ai l'impression qu'il y aurait un souci technique. Ah bon? Non. Ouais. Pour l'instant, nous avons partagé sur la page de la coordonnatrice VDK, normalement. Après, je ne sais pas. Ici, tout me semble normal. Regarde dans le groupe de la coordination, il y a la coordinatrice Annie Choco qui nous a mis un lien qui ne semble pas marcher selon moi. Je ne sais pas si c'est... Excusez-moi parce que c'est quand même important de résoudre ce genre de détails avant de poursuivre l'émission. Alors, essaye de voir le lien qui nous a été envoyé par la coordinatrice Annie Choco. Si... Ouais, c'est pour voir. Ouais, mais attends, est-ce que ceux qui nous suivent là, je vois. Oui, bonsoir Annie. Est-ce que tu as pu rentrer dans le live? Je vois, elle est là. Je pense que tout va bien. Hein? Tout va bien? Oui, tout va bien. Mon niveau, ok, bon, je m'en excuse alors. Pour le moment. Pardonnez-moi alors. Ok. Je te laisse poursuivre. Ok, pas de souci. Ok. Alors, je disais tantôt, Emma Rose, une fois de plus, bonsoir. Comment comprendre à l'approche de ces élections au sein des organisations, aujourd'hui c'est United et on a vu partout ailleurs, ces écarts de comportement de certains membres à force de vouloir faire des passages en force. Là, aujourd'hui, nous avons le cas d'un coordonnateur qui, de manière unilatérale, sort des communiqués, fait des vidéos, vraiment unilatérales. Comment comprendre ça, Emma Rose? Alors, bonsoir à tout le monde. Hein. Sans connaître le détail de l'organisation, je pense que on a une vague d'émotions qui traverse toutes les organisations, que ce soit politique, que ce soit un peu social au Cameroun actuellement, parce qu'on a une situation politique qui est instable. Et l'histoire a montré que l'instabilité provoque beaucoup de réactions non mesurables. Donc, je pense que on avait tous, hein, en tant que citoyens camerounais, qu'on soit engagés en politique ou pas, imaginé ce que serait le mois d'octobre 2025 pour le Cameroun. On avait plusieurs scénarios et ce que nous sommes en train de vivre actuellement ne figure dans aucun des scénarios qui étaient en tout cas prédits par la scène politique. Et donc, face à l'instabilité, face à l'imprévu, il n'est pas anodin justement qu'on ait des réactions un peu spéciales parce que justement, parfois on s'engage en politique sur le coup de l'émotion. On a une cause qu'on porte, mais sans forcément calibrer les aléas de la vie politique. Et donc, pour moi, c'est humain. C'est humain. Alors, c'est peut-être pas acceptable, mais c'est humain que justement il y ait cette vague de panique à bord dans les organisations politiques qui montre en tout cas plus ou moins où est-ce que chacun est dans son cheminement politique. C'est-à-dire que est-ce qu'on est profondément ancré et prêt à subir toutes les vagues qui arrivent, ou bien est-ce que voilà, on est peut-être moins ancré et donc on subit la pression, on subit le stress et donc on cherche à se précipiter pour prendre position. Je n'ai pas la réponse, mais pour moi, il y a des choses qui l'expliquent, donc notamment l'instabilité politique à laquelle on fait face actuellement. Mais est-ce qu'aujourd'hui, dans le cas du Cameroun, est-ce que c'est une obligation ou forcément tout ce qui est organisation devrait se prononcer?
même si aujourd'hui certains doutes planent. Est-ce que on peut aujourd'hui en vouloir des organisations qui ont choisi de dire, en termes d'organisation, on ne se prononce pas, mais que chaque Camerounais puisse prendre ses responsabilités? C'est juste le temps n'est pas, l'urgence n'est pas de se prononcer pour se prononcer. Il faut clairement étudier, analyser les forces en présence avant de prendre une certaine position. Et puis, nous avions, et ça c'est ma position, c'est une position purement personnelle, nous avions au sein de l'APC un champion, un candidat qui était censé mener toute négociation en notre nom. Nous lui faisons confiance. Nous pensons que le fait de sortir individuellement, s'attacher à tel ou tel autre candidat, fragilise en fait notre champion et de façon un peu générale notre lutte, parce que tant que notre candidat a cette force qui lui, c'est-à-dire est porté par cette mouvance, il devient quelqu'un de poids qui pourrait influer sur les décisions propres aux coalitions. C'est-à-dire que pour qu'on arrive à mettre le maximum de pression sur un maximum de candidats pour qu'ils se mettent ensemble, il faut qu'ils se disent que le président Kamto a un gros réservoir, un peuple compact derrière lui qui pourrait apporter leur soutien. Mais quand on a des individus qui vont soutenir tel ou tel candidat, ça ne nous aide pas beaucoup. Parce que finalement, on en arrive à une situation où finalement les gens se disent on n'a plus besoin de la position de Kamto, ou peut-être que la position de Kamto n'engage que sa petite personne parce qu'il n'y a plus personne derrière lui. Certains ont réussi à débaucher individuellement certains leaders autour de Kamto. Et je trouve que c'est pas très sérieux. C'est pas très sérieux. On a vocation à aller de façon compacte. Et ça dit que la position de Kamto devrait être la nôtre de façon globale. Et quand il devait porter son choix sur un candidat, ça devrait drainer avec lui toute la foule, tout le peuple qu'il a derrière lui, et donc donner directement du poids à ce candidat-là. Mais on assistait à quelque chose, à une cacophonie, à un désordre. Je ne sais pas quel est l'intérêt profond que certains ont à aller se positionner unilatéralement vers un candidat. On dit généralement, quand tu as un épi de balai pour chasser une mouche, si on considère Etoudi comme la mouche, si on a un épi de balai et que finalement des gens, au lieu de garder le balai sous la forme de cet épi pour chasser la mouche, des gens tirent des brindilles pour aller essayer d'attraper la mouche, ça ne se fera pas. Ils seront moins efficaces parce que la brindille seule ne fera absolument rien à la mouche. Alors que si on garde le balai sous la forme de cet épi, on aura plus de chances de neutraliser la mouche. Donc, comme pour dire qu'on en avait tout intérêt à rester compact derrière notre leader. Et on est sûr qu'il pourrait même prendre une position à la veille des élections. Ça reste valable. Et c'était le sens, ça devrait être le sens de notre engagement, en fait. C'est mon avis. Okay. Ouais. Si je peux me permettre de rajouter quelque chose en tant qu'observatrice de la scène politique, ce serait de dire qu'on ne peut pas à la fois prôner la souveraineté populaire et décider à la place du peuple. Donc pour moi, pour toutes ces organisations, parce qu'il y en a plusieurs qui ont choisi
de ne pas, comment dire, s'enfermer dans une position stricte. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut quand même féliciter parce que les organisations de la scène politique n'ont pas vocation à se substituer à la conscience individuelle. C'est des organisations qui vont canaliser un ensemble de consciences individuelles et faire émaner une conscience collective. Donc, pour moi, la vision, c'est celle d'un changement, c'est-à-dire qu'on veut le changement au Cameroun, mais à aucun moment, il n'est question ici d'absorber ce qui fait même la beauté de la démocratie, c'est-à-dire la liberté du discernement. Donc, je pense que c'est à saluer aussi le fait que voilà, certaines organisations, certaines personnes puissent aussi se mettre en retrait et donc laisser la possibilité aux Camerounais de choisir en âme et conscience ce qu'ils feront ou pas le 12 octobre. Oui. Alors, donc, directement, vous voyez que tout naturellement, nous entamons le point 2 qui est cette coalition qui divise effectivement. Alors, donc, Emmaüs, nous avons vu sur les réseaux sociaux, nous avons vu aussi sur les pages TikTok sur ce point-là, c'est-à-dire que très, très vite, au lendemain du rejet de la candidature du président Moïse Kanto, nous avons vu des positions se prendre très très rapidement et parmi ces positions des pros Kanto, ceux qui ont passé 7 ans à porter la carapace vraiment de Kanto, qui directement ont pris position et nous avons donc vu, ça a été très 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 violent. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons donc comprendre que l'émotion a pris le dessus où on suit là à un déferlement de prise de position, ou alors on peut dire qu'on est animé par la soif de changement au point où on s'est vraiment accroché au diable. Alors, je dirais que les trois options ne s'excluent pas, hein. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des gens qui ont une soif de changement telle que tous les moyens, enfin la fin justifie les moyens. Il y a d'autres qui sont animés par des motivations pécuniaires ou personnelles ou de positionnement stratégique tout simplement. Et il y a d'autres qui sont animés par, voilà, je ne sais pas, un désir de mise en avant. Toujours est-il que quel est l'objectif final? C'est-à-dire que lorsqu'on parle de cette fameuse coalition, de ce fameux consensus, pour moi, il faudrait revenir, c'est-à-dire au-delà des émotions hein, que tu as évoquées tout à l'heure, il faudrait pour moi se positionner dans la logique. Parce que l'émotion, ça va être le premier palier lorsqu'il y a un événement, lorsque quelque chose arrive. Toutefois, il faut pouvoir avoir la capacité de dépasser l'émotion et de revenir donc dans la logique pour analyser froidement la décision, enfin, pour l'environnement et se positionner. Donc, lorsqu'on parle du consensus, le consensus vient du latin consentire, qui veut dire consentire, donc ressentir ensemble. Donc, en sciences politiques, c'est un accord qui va être suffisamment large pour que il y ait moins d'incertitudes et que tout le monde se retrouve. La coalition, c'est coalition, grandir ensemble, croître ensemble. Donc, c'est quelque chose de circonstance où on met les moyens, que ce soit les ressources, les réseaux, les finances, ensemble pour avoir un effet précis pour un temps précis, c'est-à-dire que pour un objectif précis. Aujourd'hui, on a tendance justement, l'erreur, c'est de croire que la coalition fera tout. C'est-à-dire que la coalition sauvera le Cameroun alors que c'est la mobilisation populaire. La coalition n'est pas performative par nature, c'est-à-dire que la coalition n'est pas le gage d'un succès. Par contre, la coalition est un facteur qui peut favoriser une mobilisation collective parce que la coalition va justement rassembler tout le monde autour d'un objectif, rassembler les moyens, donc permettre que plusieurs choses se déclinent. Donc aujourd'hui, je comprends que certains ayant justement cette compréhension des enjeux de la coalition soient tellement dans l'émotion qu'ils se prononcent en faveur de ça. Mais est-ce que c'est ça qui va faire le pivot? Non.
la coalition peut déclencher la mobilisation populaire qui, elle, pourra justement faire tomber ce régime. Donc, si on se repose les bonnes questions, la coalition reste un moyen, comme tant d'autres, pour que justement ce régime tombe. Est-ce que c'est le moyen ultime? Je ne le dirais pas. Est-ce que c'est le moyen inévitable? Je ne le dirais pas. Mais il faut qu'on sorte de cette fatalité où on se dit la coalition, c'est la fin des fins. Non, c'est un moyen. Et Dieu sait que l'histoire a prouvé que dans les révolutions du monde, il y a autant de moyens que de capacités. Tout dépend de la mobilisation populaire. Donc, comment est-ce qu'on arrive à cette mobilisation populaire? Effectivement, la coalition est un moyen, mais il y en a bien d'autres. Ok. Alors, donc, Hilaire, je pense que tout le long de cette émission, tu vas plus ou moins développer comment la position de United. Et alors, comme dit Rose, la coalition reste un moyen. Et nous avons vu durant ces années antérieures le leader de l'opposition, hein, Maurice Kamto, qui ne cessait de multiplier des sorties, déjà au niveau du consensus électoral. Il a appelé ses pairs pour la révision du code électoral. Nous avons vu que c'était toujours un peu morose, certains étaient présents, d'autres n'étaient pas. Nous avons vu à Paris où il a encore dit qu'il tendait la main parce que lui, il était convaincu que vu la ténacité de ce régime, vu leur niveau de dictature, il faudrait se mettre ensemble. Alors, nous avons également vu au lendemain du rejet de la candidature, très très vite, à travers l'APC, il a dit, après l'appel du public, hein, il a dit qu'il pouvait apporter son soutien que si les gens acceptaient de se mettre ensemble. Il est même sorti un peu avant, il a essayé d'expliquer parce que ça s'interprétait autrement. Il a fait des calculs mathématiques à peu près. Il a dit qu'on avait deux qui se sortaient du lot de l'extrême nord et qu'il fallait que des deux, il fallait une personne, mais qui devait être soutenue par d'autres personnes. Mais nous voyons donc aujourd'hui que malgré tout ça, même s'il a reçu des personnes, on n'a eu aucune coalition déjà aux deux principales personnes. Nous voyons également pour d'autres partis politiques qui, à l'instant de la réunion de Fumban, où on avait vu 3-7 candidats, on s'est dit, voilà une coalition. Au fil du temps, même la réunion de Fumban, ils se sont dispersés. Alors, par ailleurs, nous avons vu l'Union pour le changement dirigée par Anissa Kané, qui avait porté la candidature de Issa Chiroma. Alors, au final de tout ça, est-ce qu'on peut comprendre qu'au Cameroun, il n'y aura véritablement pas de coalition? Il y a quelqu'un qui a laissé, je sens une musique. Okay. Non, pas ici. Je n'entends pas de musique. Moi non plus, hein, je n'entends rien. C'est peut-être chez toi. Hein? Non. Peut-être que tu as laissé une fenêtre ouverte. Peut-être. Dans le doute, je coupe mon micro. Hein. Dans le doute, mais je pense pas. Je n'entends rien. Moi, j'entends. Ah ouais. Bon. OK. Alors, je disais tantôt que est-ce qu'on peut donc dire au vu de tout ça, il est que la coalition est définitivement pas possible au Cameroun? Je pense que c'est un faux débat. La coalition n'est pas la panacée. Parce que on a rarement, les élections se sont passées dans d'autres cieux. Il y a eu des changements de régime sans qu'on ait besoin d'une certaine coalition. La coalition, c'est une rhétorique du RDPC qui justifierait la tricherie orchestrée. Ça, c'est mon avis. Parce que
Même sans coalition, Biya sera battu à plat de couture. Il a été en 92, il a été en 2018, il a été battu sans coalition. Donc, la vérité au Cameroun, c'est que si les élections étaient transparentes, Biya n'a aucune chance de gagner face à n'importe quel candidat. Je dis bien n'importe quel candidat. Donc, cette histoire de coalition, je veux bien entendre que la coalition peut nous aider à nous resserrer autour de la revendication post-électorale. C'est en ça que la coalition me paraît utile. Sinon, la coalition, c'est un faux débat. C'est un faux débat. Si les leaders de l'opposition avaient la maturité d'observer, de se mettre derrière le candidat qui, logiquement, est bien placé et qui peut avoir remporté l'élection, même après, le régime tomberait parce qu'on n'a pas besoin de faire la coalition avant. On peut simplement attendre les élections, voir la mobilisation et puis surveiller nos votes, faire notre propre expertise et décider qui des trois candidats a gagné et qu'on se met tous derrière. Le régime tombera. Biya ne peut gagner aucune élection au Cameroun. Je dis bien ne peut gagner aucune élection face à n'importe qui, de façon libre et transparente. Il n'est pas possible que Biya gagne une élection. Il s'appuierait sur quoi? Est-ce que, moi j'ai vu une vidéo où on parlait de 43 familles sur qui Biya s'appuie pour mater les Camerounais. Est-ce que les 43 familles suffiraient pour faire gagner Biya pour permettre à Biya de gagner une élection? Je ne pense pas. Biya, en réalité, compte sur la tricherie et l'armée. Mais bon, si on venait à le laisser avec sa tricherie et qu'on neutralisait l'armée, Biya ne vaut rien. En tout cas, moi je crois que cette histoire de coalition, à défaut de pouvoir le faire, on peut avancer sans coalition. Mais il y a à un moment donné, quand le président Kamto nous a dit que chacun devrait voter en son âme et conscience, oui, c'est d'ailleurs le principe de la démocratie, parce que le secret de l'isoloir, c'est l'âme et conscience. Chacun dans l'isoloir le fait en son âme et conscience, quelle que soit la consigne qu'on aurait donnée de façon officielle. Mais nous pensons, moi je pense, qu'il vaut mieux, je n'ai jamais discuté avec Chiroma, je n'ai jamais discuté avec Bello Bouba ou avec d'autres candidats. Je ne sais pas quel est leur degré d'engagement. Je ne sais pas jusqu'à quel niveau ils seraient prêts à revendiquer leur victoire si leur victoire venait à être volée. Et ce genre de candidat que nous avons besoin. Nous avons besoin d'un candidat qui revendiquerait sa victoire. Je ne vais pas... moi, je considère actuellement tous les candidats de l'opposition comme étant de notre camp. Je ne dirai rien contre l'un ou l'autre, simplement parce qu'on ne tire pas dans son propre camp. Tout ce que j'ai à dire, c'est voilà, naturellement contre Biya, mais j'ai un certain nombre de questions que j'aurais pu poser de façon individuelle si j'échangeais avec certains candidats pour pouvoir me déterminer, pouvoir m'engager en mon âme et conscience. Parce que j'estime qu'actuellement, je n'ai pas d'éléments suffisamment probants pour faire un choix de raison avec les candidats qu'on a en liste actuellement. Et c'est aussi en ça que j'aurais voulu que
que nos camarades de lutte soient un peu plus dans la retenue, dans la pression. Ils continuent à mettre la pression sur les candidats et qu'ils se déterminent le plus tard possible. Ça permettra à ces candidats de ne pas se construire un certain zèle inutile. Parce que certains, aujourd'hui, refusent la coalition simplement parce qu'ils s'en trouvent zélés par des foules qui se retrouvent à leur meeting. On connaît le Cameroun, on sait que ce n'est pas la foule qui fera le résultat de vote. Et toujours est-il que cette foule, la question qu'on devrait même se poser, est-ce que cette foule sera présente aux sorties des élections pour défendre leur vote? Parce qu'on n'est pas dans le folklore, il faut qu'on sorte un peu du folklore, il faut rentrer dans la vie. On reviendra sur la foule. Quand je lis les internautes, ils ne sont pas du tout d'accord. Avant que, il va falloir qu'Emma Rose reste vraiment sur cette question de coalition, ce qu'elle pense, parce que quand je lis, alors, on te demande alors, OK, si la coalition n'est pas importante, alors, que dis-tu alors de ceux qui pensent, que penses-tu de ceux qui disent la coalition, s'il n'y a pas coalition, il y a dispersion de voix, surtout en ce moment où on a besoin de capitaliser ces voix. S'il n'y a pas coalition, comment est-ce qu'on peut aujourd'hui justifier que chaque opposant de son côté ne ferait pas plutôt l'affaire du régime en place? Emma Rose, est-ce que ta vision sur cette coalition est exactement de ce que pense Hilaire? Alors, pour moi, effectivement, c'est pour ça que je rappelais que c'était un moyen. Et les moyens, il y en a plusieurs. Donc, effectivement, la coalition aurait pu, entre guillemets, mutualiser les voix, concentrer les voix autour d'une seule personne. Mais lorsqu'on regarde froidement le jeu électoral au Cameroun, est-ce qu'on a vraiment un problème de dispersion des voix ou est-ce qu'on a un problème de fraude? C'est ça. C'est la question à se poser. Ce n'est pas tant est-ce que le besoin actuellement au Cameroun, c'est d'avoir quelque chose de transparent ou c'est d'avoir un pourcentage de voix vers quelqu'un? Une fois qu'on a répondu à cette question, on voit que la coalition ne reste qu'un moyen comme un autre, mais ce n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas la garantie du succès du scrutin. Ce n'en est pas. Parce que ce n'est même pas, quand je vous dis aujourd'hui pourquoi au Cameroun l'opposition ne gagne pas aux élections, ce n'est pas faute de coalition. C'est parce qu'il y a du trucage, c'est parce qu'il y a de la fraude, c'est parce que les personnes qui sont chargées d'organiser le jeu électoral sont les amis du régime. Donc, une question mal posée aura toujours, j'ai envie de dire, une mauvaise réponse. Donc, pour moi, oui, il y aura dispersion des voix, mais est-ce que c'est ça qui mine le jeu électoral? Non, du tout. OK. Alors, ouais. Tu vois que la position de Emma Rose rejoint un peu la mienne. Et pour appuyer un peu la question que nous a posée la coordinatrice Annie Choko, la vérité, c'est qu'on devrait, la coalition peut même se faire après les élections. C'est-à-dire qu'il faut que ces candidats aient la décence de reconnaître qui a gagné et de retrousser les manches pour défendre le vote de celui, qu'on soit dans une logique de justice. C'est-à-dire que si on se construit dans une logique de justice, on serait capable, on aura l'humilité de nous dire que je n'ai pas gagné, mais c'est plutôt tel qui a gagné. En 2018, on a vu quelques candidats un candidat qui nous disait que c'est un candidat de l'opposition qui a gagné, mais il n'a pas eu le courage de donner le nom de ce candidat qui a gagné. C'est ce genre de comportement. Il faut qu'on sorte de ce genre de comportement. Il faudrait qu'on en arrive à nous dire que si on est candidat, si on est en liste, il faut savoir aussi perdre. Si on ne gagne pas, qu'on soit capable de reconnaître d'après nos propres estimations, nos équipes sur le terrain, de reconnaître qui aurait vraiment gagné. Et à ce moment, même à ce moment, la coalition peut se faire. Et ce serait la coalition
la plus utile. Bon. Puisque les élections, si on voudrait les élections les plus, les plus justes, on les ferait à 2 tours. À défaut de faire des élections à 2 tours, il faudrait que les candidats soient capables de se dire que, à tout moment, de reconnaître la victoire de celui qui a gagné et d'aider ce candidat à défendre cette victoire-là. Ok, mais moi j'ai un problème. Quand j'entends parler, je me dis oui, on comprend que on se pose vraiment la question si la coalition est nécessaire. Mais aujourd'hui, quand vous voyez un peu la courbe des choses, il y a 3 ans déjà, 4 ans, on a commencé avec violence et Mao, inscrivez-vous sur les listes électorales. Ok. Moi, je dis toujours le leader de l'opposition, hein, ça c'est incontestable. Maurice Kamto qui disait, ce n'est qu'ensemble qu'on peut faire des choses. Le moment est venu, il a fait. On a parlé de cette coalition, consensus, notre invité a expliqué tout à l'heure. Et nous tous, on a vu tout le monde, que ce soit les experts en politique, que ce soit sur les plateaux, que ce soit les activistes, à un moment donné, on était tous d'accord qu'il fallait cette coalition. Mais aujourd'hui, si on trouve que cette coalition, entre guillemets, c'était pas parce que ça devait empêcher la machine. On sait déjà que notre code électoral est tronqué. Moi, je dis, personnellement, ça me pose un problème parce que je pense que la finalité de cette coalition-là était le fait que même pour défendre les votes après, si les gens ne sont pas unis, la révolution n'est pas totale. Parce que ceux qui vont revendiquer, c'est ceux qui sentent qu'ils ont été volés. Donc, si moi, aujourd'hui, on est dispersé, je prends le cas de figure actuelle, Imaos, Issa Bakari Chiroma. C'est Chiroma. Oui, lui, il est aujourd'hui sur le plan du terrain, sur le plan communicationnel, il a une longueur d'avance sur les autres. On attendait aussi Bello Bouba Magari, qui, il faut bien le dire aujourd'hui, on ne va pas, d'après ce que vous venez de dire, c'est pas sur la marée humaine. On a, nous voyons les sorties de Dame Joya aujourd'hui qui traînent pas mal de foule. Alors, au 12 octobre, si seulement ceux qui ont voté chez Ouma se sentent capables d'aller revendiquer les votes, sur 8 millions d'électeurs, on a vu, UNATET a publié les chiffres sur 8 millions d'électeurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les électeurs de Dame Joya, les électeurs de Bello Bouba, les électeurs de... je ne veux pas citer tout le reste parce que personnellement, pour moi, ce ne sont pas des... Mais c'était un électeur du RDPC même. Voilà. Dans la rue. Et par la défense de cette vote-là. Oui. Et ça va servir donc à quoi? Parce que si aujourd'hui, les gens étaient autour d'une personne et qu'à la fin, la revendication devait être l'affaire de tous. Mais si la revendication est partielle dans un terrain miné de dictature comme le Cameroun, est-ce que ça aurait un effet? Donc, alors, oui, Rose. Je pense que c'est là où justement, et moi, c'est là où moi je me positionne dans le débat. C'est là où il faut refaire le logiciel. On ne défend pas le vote. Si moi, je vote Issa Chiroma et je pars dans l'une, je le vote, au soir du scrutin, je ne défends pas le vote de Issa Chiroma, je défends mon vote. On surveille et on défend son vote. On ne défend pas le vote d'un candidat. C'est ce qu'il faut mettre dans la tête des Camerounais. Parce que lorsqu'on reste dans cette logique messianique où on dit on défend Issa Chiroma ou bien on défend le vote de Maurice Kamto ou bien de Bello Bouba, si le leader, si la personne ne revendique pas, on ne peut pas être plus royaliste que le roi. Et c'est comme ça donc que tout mouvement va mourir. Alors que si on a dans notre tête que je vote, le vote c'est un droit et à ce droit, un devoir de veille aussi est associé. Dans ce cas-là, tout ne dépend plus d'un leader. C'est-à-dire que moi, je vote Monsieur X. Si le soir du 12 octobre, je constate que justement avec les mécanismes de surveillance, que mon vote a été
tronqué, je défends ce vote-là, indépendamment de si oui ou non le leader le revendique ou pas, parce que c'est mon droit que je réclame, mon droit au suffrage, mon droit de choisir mon représentant, parce que, comme l'article 2 de la Constitution le dit, la souveraineté appartient au peuple qui l'exerce via le président de la République ou patati patata. Donc, ce qu'on doit déjà se mettre dans la tête actuellement, qu'on soit pour le vote, contre le vote ou quoi que ce soit, c'est que nous le faisons pour nous. On ne défend pas un vote parce qu'on attend que le leader va monter au créneau. Et donc, dès lors qu'on se met dans cette posture, la question selon laquelle, oui, il fallait une coalition pour que justement tous ces opposants-là puissent revendiquer le vote, non, ce sera au peuple camerounais de revendiquer le vote. Si on se déresponsabilise et qu'on est toujours dans une logique où comment dire, on attend que les leaders, on attend que les candidats, le Cameroun sera entre la main de 11 personnes et ce sera vraiment dommage. Alors que si on a déjà 8 millions de personnes sur le fichier électoral qui peuvent constituer une masse critique pour défendre ce vote-là, la donne, que ce soit, enfin, coalition ou pas coalition, la donne aura changé parce que justement, on n'attendra plus. Moi, c'est vraiment ce sur quoi je veux mettre l'emphase. Il faut qu'on puisse sortir de cette logique un peu du Messie, de cette logique je ne sais pas, c'est Issa Thiro n'a pas un vote à défendre. Moi et Maro, j'ai un vote à défendre. Hilaire a un vote à défendre. Enfin, chacun d'entre nous doit défendre son vote. Et si une personne défend son vote, ça fait plusieurs personnes qui défendent leur vote. Et donc, on se met même à l'abri d'un retournement de veste d'un des leaders politiques. Donc aujourd'hui, alors, vu le système électoral au Cameroun, vu déjà leur façon de faire, nous sommes unanimes qu'au soir du 12, la machine électorale va faire ce qu'elle sait faire. OK. Donc, à l'état actuel des choses, est-ce que le peuple, on est convaincu que le peuple a tous les éléments pour pouvoir, ou alors est prêt à cette révolution au lendemain du 12? Pourquoi? Parce que nous avons aujourd'hui quand même, il ne faut pas oublier ce que nous sommes en train de traverser. Il nous reste 7 jours. Nous sommes en train de traverser quand même. Il y a eu quand même des interrogations sur la personnalité, sur le sérieux des candidats, sachant d'où ils viennent. Est-ce qu'aujourd'hui, cette révolution est possible au Cameroun? La révolution, je pense qu'elle est possible. Il y a toutes les dictatures. Il y a aucune dictature qui s'est éternisée. Hein. Toutes les dictatures gardent une certaine confiance jusqu'au jour où ils se retrouvent face à leur propre réalité. On est dans une situation où les gens qui sont au sommet, ça dit que l'information de base ne les parvient plus. On est dans une situation où il se trouve que il peut se trouver que de bonne foi, que Biya ne soit pas au courant de la profondeur du bouillonnement qu'on a à la base, qu'il ne soit pas au courant parce qu'autour de lui, on lui a toujours dit qu'il était le shogun et que tout se passe bien, qu'il a tout donné au Cameroun. Et il finit même par y croire de bonne foi. Donc, aucune dictature n'a tenu. Les Français ont décapité leur roi. À l'époque, je crois savoir que quelques jours avant la décapitation de leur roi, il était tout confiant. Il savait qu'il y avait une montée de frustration populaire qui allait rapidement être maîtrisée. Ça peut être le cas de Yaoundé, mais les Camerounais vont sortir. Les Camerounais finiront par sortir. On a vu dans d'autres pays, quand Blaise Compaoré tenait son peuple
d'une main de fer. Personne n'aurait pu imaginer qu'il finisse comme il a fini aujourd'hui. Quand Mobutu tenait le peuple, les Aérois d'une main de fer, il était d'une confiance absolue. Il n'aurait pas pu imaginer qu'un jour, les Aérois ou les Congolais soient capables de sortir et de le bouter à l'extérieur du pays. Donc, ok, nous avons un internaute qui passe un appel là. Allô? Oui. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Vous voulez intervenir? Oui, je me présente, je suis Mignon, Cité le Mignon basé au Bangladesh. Oui, bonsoir, Mignon Cité. Bonsoir. La question que je voudrais poser, c'est le peuple que nous voyons aujourd'hui dehors. C'est le même peuple que nous avons passé 7 ans à sensibiliser, je crois. Absolument. Ouais. Oui, c'est le même peuple que nous avons passé 7 ans à sensibiliser. Ça veut dire que les questions que nous nous posons aujourd'hui, j'ai un tout petit problème. C'est un peu comme si le travail que nous avons fait depuis 7 ans, nous sommes conscients que c'était entré dans l'oreille des sourds. Parce qu'il y a juste, je vais un peu exagérer, 3 mois de cela encore, nous étions très conscients du thème défendre nos votes. Tout le peuple le prenait, les enfants le chantaient, jusqu'au fameux jour du 5 qu'on a enlevé notre candidat et que nous-mêmes n'avions rien dit. Subitement, on se retrouve devant un peuple qui n'est plus prêt. On se retrouve subitement devant une situation où on s'en rend compte aujourd'hui que c'est la Cour constitutionnelle qu'il faudrait bagarrer. C'est aujourd'hui qu'on s'en rend compte. Ça me fait un petit problème. Merci. Emma Rose, alors, tu as écouté bien cet internaute qui dit il a un peu un doute sur ce peuple-là. Nous, on croit que le peuple va sortir. Nous, on ce n'est pas que j'ai un doute. Oui. Je dis bien, quand nous étions en route pour les élections, nous avons préparé un peuple pendant 7 ans, oui. Et nous savions que nous allons défendre nos votes et que nous devrons être heurtés à la Cour constitutionnelle. Mais curieusement, aujourd'hui, depuis qu'on a enlevé notre candidat, on se retrouve dans une situation où aujourd'hui, comme ce que je suis en train de suivre dans votre plateau, en train de se poser les questions, si le peuple est prêt. Mais hier, nous savions que le peuple était prêt. Aujourd'hui, on se pose la question si le peuple est prêt. C'est comme si les 7 ans que nous avons travaillé, parce que ça fait 7 ans que nous travaillons tous ensemble, vous êtes tous qui êtes sur le plateau, on a pris des coups, on a travaillé ensemble, on a mis une stratégie électorale auquel on devrait aller voter, sachant qu'on partait sortir sur la Cour constitutionnelle, où le peuple devrait maintenant sortir et défendre son vote. On était carré dessus et on était sûr dessus et on savait que ça va marcher. Mais là où je suis un peu gêné, c'est que depuis qu'on a enlevé notre candidat, le président élu de notre parti, le Manidem et le MRC, subitement les gens sont en train de douter encore de ce peuple, malgré même la foule qu'ils voient. Et je voudrais attirer l'attention du panel ici que cette foule qui sort aujourd'hui, c'est le travail que nous avons tous fait depuis 7 ans. La dézombification du peuple camerounais, nous nous rappelons tous de cette ère. Les Camerounais ont été dézombifiés. Qu'est-ce qui nous fait croire aujourd'hui qu'ils ne peuvent pas défendre leur vote? Ok, je vais... D'accord, merci pour cette précision. Alors, nous avons Mignon Cité qui est tout à fait convaincu, mais le doute aujourd'hui, Mignon Cité, rappelle-toi, tu as prononcé le 5 août. Le 5 août aujourd'hui, avant le 5 août, les Camerounais, on attendait les Camerounais riposter effectivement à la suspension arbitraire ou au rejet arbitraire du champion dont tu fais allusion. Mais si aujourd'hui, on a vu personne lever le doigt, on n'a rien vu le 5 août,
on peut quand même se poser la question, si ce peuple-là, qui n'a pas bougé pour un champion qui a travaillé pendant 7 ans, 8 ans, est-ce que comme parcours de bâton magique, le 12 octobre, ce peuple va se réveiller tout d'un coup? Voilà un peu des questions qu'on se pose. Est-ce que vous avez une réponse? Vous pouvez nous dire... Ouais. C'est l'une des raisons, en fait, j'ai encore eu le courage d'être dans ce combat. Puisque, au départ, je vais tout de même me permettre d'utiliser les mots comme il se doit. Au départ, les combattants de la diaspora et le MRC, plus les militants et sympathisants, étaient plutôt considérés comme un groupe ethnique un peu mélangé, et qui rendait le combat juste un combat ethnique d'après le sabotage qui était sur nous. Bon, et en plus de cela, nous avons un Grand Nord qui était hors ligne de notre ligne, qui fait que le combat, même la sortie, était possible juste comme ce que le MRC a fait et se sont retrouvés en prison. Mais après avoir éliminé le candidat du MRC, nous nous sommes retrouvés avec un Maniden qui a des relations tribales avec d'autres ethnies qui n'étaient pas avec nous. Ils ont été aussi écartés. Ça nous fait déjà 2. Avec l'APC de Nitu, ça nous fait déjà 3. Maintenant, qu'est-ce qui vient nous donner le bonus? Ce côté que je viens de citer a été tellement torturé au point où on a déjà pris un peu peur. Mais là, de l'autre côté, nous avons un Grand Nord. Et c'est là où je vais chuter. Nous avons le Grand Nord qui vient de reprendre le combat à leur titre individuel et qui ont une puissance pareille que la nôtre. Et aujourd'hui, leur détermination à combattre intimide le gouvernement, mais puisque le gouvernement a d'abord une dette morale envers eux, et nous le savons. Donc, ils ont un poids fort sur ce gouvernement, surtout que la force du gouvernement sortait de là. Bon, maintenant, eux, ils étaient bêtes de ne pas suivre le MRC pendant que nous tenions le bâton magique. Ils étaient bêtes parce que si eux, ils nous suivaient, c'est qu'aujourd'hui, nous parlons de nous aurons déjà fini avec ça. Mais je ne voudrais pas être bête de croire que comme ils ont déjà une machine pareille que la nôtre, si nous portons notre machine, on fera l'histoire. Parce que pendant que nous, qui sommes déjà habitués à être sortis de ce côté, eux, de leur côté, vont mettre aussi la pression, sortant de ce côté du Nord, sans toutefois oublier que beaucoup de ces gens-là sont aussi à Yaoundé et à Douala. Donc, l'engouement que nous avions en 2018, de 1000 personnes, par exemple, qui sont sorties et on nous a arrêtés parce que moi-même j'étais sur la liste et on nous a arrêtés. Aujourd'hui, ce serait x5. C'est un peu ce genre de calcul que nous sommes en train de faire. Et la coalition n'est pas avec les leaders, la coalition c'est avec le peuple. C'est le peuple qui a fait de coalition avec Issa Chiroma. Issa Chiroma n'est que le chauffeur qui conduit la voiture que nous avons empruntée. Parce que notre voiture est tombée en panne, qui est son parti politique. Moi, je crois que si on met ça dans ce cadre, c'est juste le personnage qui a changé. La sensibilisation que nous avons fait depuis 2016 reste dans la tête des Camerounais. Et c'est pourquoi les Camerounais en ont marre. Nous les avions dézombifiés. Le président élu Maurice Kamto nous a donné les armes. Nous-mêmes, sans connaître parler français, on a montré au peuple camerounais qui ne connaissent pas aussi parler français. Voici ce qui se passe. Les Camerounais sont convaincus maintenant. Et les Camerounais savent que la seule façon de se venger contre Biya, c'est de supporter quelqu'un d'autre contre Biya. Ce n'est pas parce qu'on aime la personne. Ok, merci. Emma Rose, à la suite de cet internaute. Oui, j'ai beaucoup de choses à dire. J'ai beaucoup de choses à dire. Vas-y. Alors, la première chose, c'est lorsque notre compatriote dit que avant le 5 août, le peuple était prêt. Donc, il ne comprend pas pourquoi, voilà, avant le 5 août, le peuple était prêt. Enfin, on disait que le peuple était prêt, sauf que le 5 août nous a prouvé que le peuple n'était pas prêt. Alors, moi, je tiens à corriger. C'est-à-dire que, pour moi, avant le 5 août, on ne disait pas que le peuple était prêt. On préparait le peuple. C'est deux choses différentes.
Et comment est-ce que le peuple a été préparé durant ces 7 années? Il faut qu'on puisse voir, même pas cette année, disons même 10 années, pour qu'on puisse voir un peu en entonnoir ce qui s'est passé sur la scène politique. La première chose, ça a été le réintéressement à la vie politique, à la chose politique. Ça, c'est un exploit qu'on peut mettre au dos du MRC et d'autres partis politiques. On a poussé les Camerounais à se réintéresser à la chose politique. Parce qu'avant, qu'est-ce qu'on disait? L'école aux écoliers, la politique aux politiciens. On disait aux gens, non, non, ne vous occupez pas. On disait, la politique, c'est pour les intellectuels. La politique, c'est pour les gens qui mangent 3 fois par jour. La politique, c'est pour les hommes, même pas pour les femmes. La politique, c'est pour les vieux, ce n'est pas pour les jeunes. La politique, c'est dans les bureaux, ce n'est pas au quartier. Sauf que avec l'avènement du MRC, qui a un peu libéralisé le débat politique, on s'est retrouvé sur Facebook. Vous voyez des lives qui parlent politique. Je suis désolée, avant Facebook, c'était des clashs de, voilà, vous savez un peu ce qu'il en était. Donc la première... Des clashs vendeuses et Janson. Entre autres. Donc la première étape pour préparer le peuple, ça a été de le réintéresser à la chose politique. La deuxième chose, une fois que ce peuple se réintéresse, et donc les réseaux sociaux, les débats télévisés, c'est-à-dire que ça a redonné le goût aux débats télévisés. Avant, sur les débats télévisés, c'était un seul son de cloche. Vous savez, on ne pouvait même pas prononcer certains mots, sauf qu'avec le MRC qui est revenu, on avait des clashs qui te faisaient, mais attends, tu regardais, même tu repassais. Là où tu as, je sais pas, il faut des kangas qui désinguent un docteur, enfin, bref. Toujours est-il que ça, c'était la première étape. La deuxième étape, c'était de donner un pourquoi aux Camerounais. C'est-à-dire que, pourquoi est-ce que vous devez vous battre? Pourquoi est-ce que nous devons sortir de là où nous sommes? Et c'est là où le MRC a innové, par exemple, avec un programme politique structuré, un programme politique accessible, un programme politique qu'on peut en tout cas défendre. Et ça ne s'arrête pas là. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez donné aux Camerounais une pointe d'espoir sur pourquoi est-ce que vous devez vous battre, vous montrez aussi le côté un peu sombre. C'est-à-dire que le MRC, le professeur Maurice Kamto, n'a cessé de dénoncer à chaque fois qu'il y avait quelque chose au Cameroun. C'est-à-dire qu'il y a, je dis vraiment n'importe quoi, je cite comme ça, quelque chose qui se passe et le gouvernement ne dit rien. Le lendemain, c'est sur la page de Maurice Kamto qui en parle pour dire aux Camerounais, voilà, je ne sais pas, la route qui s'est fendue en 4. Il y a eu 10 000 morts, enfin, je ne sais pas. Voilà, exposer les faits. Voilà pourquoi vous voulez vous battre. Donc, on a donné ce qu'on appelle au peuple le casus belli, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'il faudra, à un moment X, comment dire, se lever. Donc, le peuple est en train d'être préparé. Et lorsque, justement, le peuple a maturé sur le pourquoi, c'est-à-dire qu'on était déjà unanime, parce qu'avant, on n'était pas tous unanimes, hein, c'est-à-dire certains te disaient, non, le Cameroun va quand même bien, oui, n'exagérez pas tout. Mais lorsqu'on a pu atteindre ce degré de maturité où quand même la majorité ont reconnu que ce pays ne va pas bien, donc c'est-à-dire que la majorité a eu le casus belli, le pourquoi, il faut se mobiliser et changer les choses, il manquait le comment. Et donc, pour répondre à la question du comment, qui justement avait aussi fauté en 2018. Parce qu'en 2018, dans la préparation du peuple, on était toujours dans le pourquoi. Que oui, voilà, tel ministre a volé, tel, voilà pourquoi il faut sortir, tel, il n'y a pas les routes, il n'y a pas, voilà, en tout. Le MRC, son leader, est entré dans le comment. Comment est-ce qu'on va se mobiliser maintenant que vous avez le pourquoi? Il y a eu la démarche IBSD. S'inscrire, voter, surveiller et défendre son vote. Et c'est une démarche qui est un peu incrémentale, c'est-à-dire que si tu n'as pas fait le I, tu ne peux pas aller au D. Donc, c'est quelque chose qui devait être progressif, surtout dans la mesure où, une fois que les inscriptions sont clôturées, on ne peut rien y faire. Donc, on commence sur le I. Tant que le I n'est pas fini, on ne va pas au V, parce qu'on s'inscrit, on vote parce qu'on a inscrit, on surveille parce qu'on a voté, et on défend parce qu'on a surveillé. Voilà, les actions de la base, exactement, les actions effectivement, de toutes les organisations politiques qui se sont impliquées. Il y a United for Cameroun, il y a voilà, la base, il y a Stand Up, enfin, il y en a plusieurs. Toujours est-il que, donc, lorsqu'on est entré dans le comment, l'inscription, plusieurs partis politiques, hein, mais bon, on sait très bien que en priorité, le MRC ont appelé les Camerounais à s'inscrire, ont
expliquer ce qu'il faut pour s'inscrire, dénoncer tout ce qui était lié à l'inscription. Ça s'est bien passé, enfin ça s'est bien passé. On a la liste nationale qui n'a jamais été publiée, on a tout ce que vous connaissez, mais toujours est-il qu'on est passé quand même de 6 millions à 8 millions de personnes inscrites. En diaspora, en France, on est passé de 829 inscrits à Paris Nord à 2025 personnes. C'est là de vous dire le fossé. Ensuite, on préparait le V. Le V, c'était tout simple. C'est pourquoi est-ce qu'il faut voter. Et le MRC a parlé, par exemple, d'un programme politique qu'il allait refaire, qu'il allait mettre à jour. Les autres partis politiques qui, justement, ont peut-être vu le bon élève se déployer, ont aussi commencé à dire que oui, notre programme va bientôt sortir. D'autres ont même mis dans des livres pour vendre. Bon, c'est rien d'étonnant. Mais toujours est-il que les gens ont commencé à se dire que non, il faut qu'on donne une raison aux gens de voter. Et approchant justement le vote, donc notamment la sélection des candidats, le MRC est entré dans une démarche, je parle vraiment de ce que j'observe en tant que société civile. Le MRC est entré dans une démarche où on va être beaucoup plus concret. Le S, c'est surveiller. Pour surveiller, il y a 2 volets. Il y a comment est-ce que le parti politique déploie des représentants dans les bureaux de vote pour surveiller le vote. Et il y a ce qu'on appelle les scrutateurs, c'est-à-dire que le code électoral prévoit que dans un bureau de vote, le président du bureau de vote choisit au pif parmi les électeurs ce qu'on va appeler des scrutateurs qui vont surveiller le vote, en sachant qu'au-delà des scrutateurs, le dépouillement des votes est public, du scrutin est public. Donc, à l'approche de cela, pendant que le MRC dans son appareil, parce qu'on écoutait, moi j'écoutais les communications du MRC, c'est-à-dire qu'il y avait une formation interne des représentants des partis pour dire que voilà un peu comment on va déployer sur les 32 000 bureaux de vote et assurer que nos représentants puissent avoir l'œil. Du côté du peuple, il y avait des tracts qui commençaient à surveiller, à circuler en disant qu'est-ce que j'ai le droit de faire dans un bureau de vote, moi, citoyen, qu'est-ce que, et même dans les discours, le professeur Maurice Kamto à Paris le 31 mai dit, il commence à préparer justement sur le comment, a dit que si nous échouons, ce sera la faute du peuple camerounais. On était dans cette préparation, sauf que l'herbe a été coupée sous le pied parce que c'était un processus de préparation. L'herbe a été coupée. Donc, je ne pense pas, pour répondre à mon cher Mignon, je ne pense pas qu'il y ait eu quelqu'un qui ait dit « le peuple est prêt ». Non. Le peuple se préparait. Le peuple était préparé pour justement faire quelque chose dans ce sens-là. Et ça avait des leviers. La préparation était d'autant plus belle et stratégique que c'était quelque chose qui était pensé. C'était quelque chose qui était pensé par quelqu'un qui a fait ses preuves en matière de stratégie politique. Sauf que maintenant que la personne a été éjectée, les Camerounais avaient le casus belli, c'est-à-dire qu'ils avaient le pourquoi il faut sortir. Oui, parce que ce 5 août-là, ce n'est même pas Maurice Kamto, c'est la démocratie qui a été bafouée. Mais le comment n'y était pas. Il n'y avait pas d'organisation pour se dire que voilà, on a déjà comparé à l'UPC qui avait une formation syndicaliste. C'est pour ça qu'il y a eu facilement le passage de l'UPC à l'ANLK, l'Armée nationale de libération du Cameroun avec K. Donc, il a manqué ça. Pour moi, je chute juste en disant ça, c'est parce que je me retenais lorsque Mignoncité parlait, ça bouillonnait, c'était de dire que comment est-ce que cette préparation continue? Parce que lorsqu'on se dit comment est-ce qu'on va donc défendre ce vote, est-ce qu'on est prêt? Voilà, lorsqu'on pose la question, est-ce que les Camerounais sont prêts à défendre le vote? Moi, ce que je dis, pour conclure, c'est est-ce que vous êtes en train de vous préparer à reprendre votre souveraineté, que ce soit à travers la défense d'un vote, ça vous engage effectivement, ou que ce soit par d'autres moyens. Est-ce que vous êtes en train de vous préparer dès maintenant? Parce que si ce n'est pas un matin, ce sera un soir. Oui. Merci. Merci. Donc aujourd'hui, cette question est lancée. Est-ce qu'on est en train de se préparer? Comment défendre le vote? Ou comment? Oui, cette question reste valable, Emma Rose, et c'est pour ces raisons que ça a été ce soir un point crucial, parce que les Camerounais même, certains ne comprennent pas ce. Pour eux, défendre le vote, c'est de rester. Oui, c'est une partie, c'est voter, rester.
Oui, on va rester. Mais après, quand on a fini, on a suivi, on a filmé les tableaux, on a pris les photos du procès verbal, c'est parti à Ilekam. Le soir, c'est plugué, tu rentres chez toi, tu dis ton bureau de vote, tu es rentré, c'est Chioma qui avait gagné, il est rentré, c'est dans son bureau de vote, c'est Chioma, et Maro, c'est Chioma. À Yaoundé, l'autre te dit que non, c'est Paul Biya, c'est Paul Biya. Et que maintenant, quand on a ce résultat final, la suite, le processus de défense des votes, c'est très important. Nous devions... Je précise juste, hein, je ne parlais pas que de défendre le vote, parce que pour moi, encore une fois, c'est un moyen. Je parle de comment est-ce qu'on récupère notre souveraineté nationale. Donc, ça peut passer pour ceux qui ont décidé d'aller effectivement aux élections, voilà, ça peut passer par la défense du vote. Mais quels sont les autres moyens qui sont justement en train d'être mis en place, par exemple, pour ceux qui ont décidé de ne pas aller au vote, pour justement un peu sortir un peu du slogan, de se dire que quel que soit le moyen que moi je choisis, je me prépare. C'est plus dans ce sens-là. Ouais. Oui, juste pour compléter aussi un petit peu, il faut dire que on est face à une dictature. Et face à la dictature, on est quasiment en guerre. C'est-à-dire que nos stratégies, quelle que soit la façon dont nous les avons construites, tant qu'on n'a pas déployé, tant que cette stratégie n'a pas été mise à l'épreuve, elle peut même se retrouver obsolète avant d'être déployée. Parce que nous construisons nos stratégies de façon publique, c'est ouvert puisqu'on communique dessus. Alors que les tricheurs d'en face sont dans un enclos fermé. Ils regardent très bien ce que nous faisons et reviennent ajuster leurs moyens de tricherie. Donc, à aucun moment, pour répondre justement à Mignon Cité, qui nous a appelé de Bangladesh, ça fait plaisir de savoir qu'on nous écoute de si loin. Mais pour lui répondre, à aucun moment, on ne peut se retrouver prêt et absolument prêt. Il faut être de façon permanente en train de se remettre en question. Qu'est-ce qu'il faut? Et puis, essayer de les épier aussi dans l'autre camp. Quels sont les moyens qu'ils seront prêts à rajouter à leur arc pour pouvoir nous ajuster? Parce que si à un moment donné, on s'arrête, on dit qu'on est prêt, on se fera dépasser. Malheureusement, c'est ce qui se fait. Donc, quand on a construit toute la stratégie, on n'aurait pas imaginé qu'au Conseil constitutionnel, face à deux poids, que cette juridiction soit capable de dire deux droits. On avait Lyon Teller qui était candidat du RDPC. Il y avait une double candidature au RDPC, une double candidature au MRC, au Manidem. Curieusement, on a rejeté que le candidat du Manidem, mais on a laissé passer le candidat le candidat du RDPC. Ça veut dire que c'est un des détails de notre stratégie qu'on n'avait pas affûté. Donc, il faut vraiment que notre ami Mignon Cité comprenne que on est de façon permanente en train d'affûter nos stratégies. Oui. Le jour où on se croira dans une démarche acquise et calée et qu'on pourra s'endormir, c'est à ce moment-là qu'on aura tout perdu. Oui, je reviens encore. C'est vrai que Mignon Cité, il a dit ce qu'il pensait et qui n'est pas négligeant non plus. Emma Rose est rentrée dans certaines particularités qu'il faudrait en tenir compte. Il est aujourd'hui complète. Et moi, je continue à dire, une révolution. Prenons le cas de ce que nous avons observé à côté de nous, Emma Rose, que ce soit en Afrique de l'Ouest, et même au Gabon.
aux dernières élections. La dictature au Cameroun, pour moi, les éléments aujourd'hui, et même quand on suit dans les réseaux sociaux et même certains experts, il y a des signes qui montrent que le peuple camerounais devrait rebondir de 2 crans pour être prêt. Parce que ce que nous avons vu, même à la moindre intimidation, tentation, on n'a pas vu une vraie riposte derrière. D'où aujourd'hui, nous devions, il reste 7 jours, nous devions aujourd'hui, et j'ai retenu que de se focaliser sur un candidat, puisque ce n'est pas ce candidat qui défend son vote, c'est nous, c'est moi, c'est toi. Nous devions comprendre que la défense de ce vote-là doit être déterminante. Ce n'est pas 1 jour, ce n'est pas 2 jours, ce n'est pas 3 jours. Il va falloir aujourd'hui, cette machine-là, on sait, on va surveiller les votes. Mais la Cour constitutionnelle s'en fout. On a des éléments. On a vu des PV qui ont disparu. Si le 12 octobre, Emma Rose, au lieu de 32 PV, nous avons 42 PV qui manquent, et que malgré ça, on a les résultats. C'est-à-dire, est-ce que ce peuple, il faudrait que le peuple comprenne que ce n'est pas seulement le 13, c'est le 14, c'est le 15, jusqu'à la fin. Nous avons vu au Népal, nous avons vu. Mais si aujourd'hui, le peuple, ce qui s'est passé en 2018, c'est-à-dire que même quand le président Moïse Kamto est sorti, il était devant, il a marché. Quelques jours après, il a été arrêté. Les gars en prison, ça a refroidi la chose. Il n'y aura pas de miracle. Nos frères du Nord, il va falloir, nous avons entendu ici, oui, il y a eu un sursaut au Nord. Mais il faut que ça ne reste pas au Nord. Géographiquement, nous voyons ces 3 régions sont côte à côte et comme on dit, c'est cette partie septentrionale de notre pays où ces dictateurs nous ont montré par leur stratégie dans la guerre du Nozo que tant que le Cameroun, Yaoundé respire, le Cameroun vit. Il a dit lui-même, le roi fainéant, tant que Yaoundé respire, le Cameroun vit. Pour moi, la révolution, c'est le mot. Ça va pas. La surveillance de vote, ça va se faire. Et cette surveillance de vote-là, aujourd'hui, tel que nous voyons le régime, ils ne vont pas nous dire recevable. Donc, quand ça va être irrecevable, c'est reparti pour un non-stop. Parce que dès que ça va se refroidir, dès que le Camerounais va dire oui, venez faire ça ici, parce qu'on est très fort, hein, venez faire ça ici, c'est mort. Ça va être mort. Donc pour moi aujourd'hui, et pour United for Cameroun, nous demandons aux Camerounais, c'est bien, on est resté debout malgré la sortie du champion, on est resté debout malgré cette sortie arbitraire, on est en train de le voir, on est en train de voir cette mouvance du peuple camerounais. Il faut savoir que le meilleur reste à venir et ça doit être de manière consistante. Ça, c'est la dictature en face. Nous voyons quand même qu'ils ne se gênent pas. À chaque fois, nous avons Atangandi qui semble nous montrer, même si à l'intérieur, qui semble nous montrer qu'il contrôle toujours la situation, mais on n'a jamais contrôlé la situation face à un peuple debout et déterminé. Oui, mais je voudrais juste dire aussi un petit mot. Ici, sur ce plateau, nous sommes l'opposition. Bien sûr. Donc, il faudrait que dans notre langage, il ressort de l'espoir. On ne doit pas être défaitiste, on ne baisse pas les bras, on y croit. Moi, je crois personnellement que le changement viendra du 12. Moi, j'y crois fermement. Et si je peux lancer un appel aux militants de l'opposition,
mais converger vers Yaoundé, parce qu'il y aura un contentieux électoral et ce serait à Yaoundé et nulle part ailleurs. Donc, converger vers Yaoundé, le contentieux électoral se fera à Yaoundé. On a déjà été mordu une fois, on a appris de nos erreurs. Maintenant, ça ne se fera plus comme avant. Il ne faudrait pas qu'on soit soutien de Cabral Libi, de Joshua Oshi, de Bello Bouba, de Chiroma, mais allez défendre, après avoir défendu votre vote dans les urnes, dans vos différents bureaux de vote, allez à Yaoundé. La suite, ce serait à Yaoundé. Parce que on va vous donner l'impression que le Yaoundé respire et le Cameroun vit. Non, converger à Yaoundé. Yaoundé sera le cœur du Cameroun, le cœur battant du Cameroun après les urnes, dans l'étendue du territoire. Merci. Oui. Alors, la dernière thématique de ce soir aujourd'hui, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, je voulais juste te dire que tu parlais du fait que ça va être, enfin, que la révolution, ça va être le 12, le 13, le 14, le 15. Je voulais juste te dire que ça peut même être avant. La révolution n'a pas en tout cas, sauf si quelqu'un a une boule de cristal, hein, on n'a pas un planning fixe. Tout à fait. Il faudrait être dans une optique où justement, on est dans cette libération d'énergie et de possibilités. Parce que les moyens sont... Ouais. Dans la mesure où nous avons été très d'accord que ce n'est pas les unes, sachant donc que les unes, c'est 12. Nous n'avons... Enfin, en tout cas, être d'accord, c'est quelque chose. Mais toujours est-il que comment dire, les urnes sont incontestablement un moyen parmi tant d'autres. Voilà. Et effectivement, si on reste dans la logique des urnes, oui, le 12 mai, voilà. Toujours est-il que, de la même façon que je pinaille un peu sur la date en disant ça peut être avant le 12, ça peut être aussi un autre moyen. Gardons l'esprit ouvert. Plus il y a les moyens, plus, en tout cas, on est sûr d'atteindre l'objectif. Pour moi, je pense que le danger, justement, c'est de pouvoir limiter les options de la Révolution. Lorsqu'on voit la Révolution française, ça n'a pas commencé dans la rue. Il y a eu plusieurs moyens. Il y a eu les écrits, il y a les littéraires, les auteurs qui ont écrit les donc les gens qui ont pensé la Révolution, qui ont écrit, qui ont chanté, d'autres qui ont matérialisé. Donc, les moyens sont divers et variés. Il faut tous les activer. Maintenant, effectivement, dans le cadre de ce que vous dites, les urnes, voilà, ça a son canevas précis. Mais moi, je suis dans une optique où, voilà, tous les moyens doivent être utilisés. Le dernier point, alors, pour compléter, ça va être la suite. Qu'en est-il des autres candidats? Nous avons pensé sur ce point parce que nous sommes revenus dans la partie post-électorale en 2018. Alors, les éléments déclencheurs d'une manifestation, d'une révolution, prenons le cas des élections, c'est aussi la communication des leaders. C'est aussi la cohérence des communications. Sachant aussi que les yeux sont, nous restons quand même encore sur cette influence coloniale. Nous avons l'habitude de faire les élections et attendre que nos patrons disent oui, on a validé, sans compter ceux qui viendront observer. Alors, si on regarde le cas de figure, le schéma de 2018, nous regardons aujourd'hui la composition de notre 11 candidats. Dans la communication finale, nous avons vu en 2018 certains opposants dire oui, voilà, à un moment donné, c'est tel, nous reconnaissons telle victoire et pour finir, demander au peuple de se conférer à la décision de la Cour constitutionnelle. Le peuple aussi doit être préparé qu'à un moment donné, cette communication ne devrait pas passer parce que il est
Ce cas de figure où vous allez voir tel leader se lever et dire on s'est battu, vous avez vu, vous avez été là, c'est la loi, on fait confiance au Conseil constitutionnel, c'est aussi des éléments qui déstabilisent et qui démobilisent. Parce que la force d'une révolution, c'est le nombre. La force d'une révolution, c'est le nombre. Et c'est là où on va se retrouver dans ce point de coalition. Et ça va être un élément aussi très... Et c'est notre rôle, que ce soit la société civile, les activistes, de dire que ce moment-là, ce n'est pas parce que ton leader était Cabral Libi, le tien était Bello Bouba, l'autre était Ndamjoya, parce que Ndamjoya a reconnu, pour des raisons entre guillemets, on ne connaît pas, et donc son électorat n'a pas revendiqué, le chef a parlé. Je pense que nous devons surpasser ça. Ça a été une grosse erreur en 2018. Et ça a même permis à ce que le leader du parti d'opposition soit maté, parce qu'il n'y avait pas cette solidarité. Quand il a été arrêté, les autres opposants, ils étaient, pour eux, c'était tout à fait normal. Mais si ça recommence, Emma Rose, franchement, je ne pense pas que nous sommes sortis de l'auberge. Et ça, n'oublions pas que la communication est un élément important comme élément déclencheur d'un mouvement. Le peuple doit être préparé à ça. Alors, qu'en est-il aujourd'hui de ces candidats? Est-ce que la stratégie, la façon de faire va-t-elle être différente de 2018? Écoute, Serge, Emma Rose nous a dit quelque chose de très intéressant tout à l'heure. Elle nous disait chaque électeur surveille son vote et non le vote de son candidat. Donc, chaque électeur défend et surveille son vote. À ce moment, on se moque pas mal de la position des leaders. Parce que finalement, on est dans une élection qui est d'office biaisée. Le corps électoral convoqué, il y a un candidat qu'on n'a pas vu depuis, qui ne s'est même pas exprimé, qui n'a rien dit, qui était à l'étranger, qui n'a même pas pu rencontrer la communauté camerounaise à l'étranger. Il était à Genève. Nous avons essayé de le rencontrer en tant que candidat. On n'a pas pu. Donc, comprenons simplement que cette élection, il y a un candidat qui ne peut pas être élu. Et c'est pour ça que, même si le Conseil constitutionnel est acquis à sa cause, ça ne devrait pas décourager les électeurs que nous sommes. Nous savions quelle pourrait, je parle bien au conditionnel, quelle pourrait être la position du Conseil constitutionnel au sorti des urnes. À partir de ce moment, préparons-nous, descendons, parce que la loi nous dit que le Conseil, les débats post-électoraux sont publics. Donc, à ce moment, on devrait pouvoir converger vers Yaoundé. Tous les citoyens, tous les électeurs doivent pouvoir se rendre à Yaoundé, défendre leur vote. Et puis surtout, ne pas permettre qu'un certain candidat qui n'a pas battu campagne, qu'on n'a pas vu sur le terrain, qui a le bilan qu'on lui connaît, se retrouve déclaré vainqueur, simplement parce qu'il a nommé quelques copains à certains postes. Et c'est de ça qu'il faut déjà construire. Il y a un candidat qui est d'office disqualifié. Donc aujourd'hui, ça avait donc dit que tout à l'heure, ouais, ça rejoint un peu la position de Maros qui disait, quand je t'entends expliquer, la révolution peut même commencer avant. Sachant déjà que le Conseil constitutionnel n'a pas de verdict, peut-être même que le peuple doit se soulever et rendre même cette décision du Conseil constitutionnel impossible. Mais c'est ça. Oui. Ça dit,
Voilà. Donc, ce peuple doit être prêt à tout moment. C'est-à-dire qu'au moment où les tendances de l'ECAM sont connues, et si déjà cette victoire est volée à partir de ce moment, moi, je pense que le peuple ne devrait même pas permettre au Conseil constitutionnel de se prononcer. Serge, j'ai même envie de dire que c'est un peu bizarre de dire le peuple doit être prêt à tout moment. Est-on jamais prêt face à une dictature? C'est ça la question. L'essentiel, c'est de continuer de se préparer. Et lorsque tu dis, je reviens parce que j'ai vraiment un problème avec le messianisme politique, hein, c'est-à-dire que où on attend de quelqu'un. Lorsque tu dis que la communication, c'est des leaders, c'est un facteur de révolution, j'ai envie de dire pas toujours, parce que la révolution naît d'abord d'une conscience collective et pas forcément d'une communication. Lorsqu'on voit le printemps arabe qui a commencé en 2010 ou en Tunisie, ce n'est pas le discours d'un leader ou bien d'un opposant qui a fait tomber Ben Ali, c'est parce qu'il y a un jeune vendeur de fruits, Mohamed Bouazizi, qui s'est donné, qui s'est immolé. Donc, c'est une conscience collective. Et surtout que quoi? La communication peut être neutralisée, alors que la colère collective ne peut pas. C'est-à-dire que on connaît dans les régimes dictatoriaux, autoritaires comme le nôtre, on connaît bien museler. On s'est muselé. Vous avez vu la dernière fois lorsque le professeur Maurice Kamto est allé est rentré après le meeting, il a été carrément empêché de tenir son meeting. Donc, la communication peut être muselée, peut même être achetée. C'est-à-dire que on te dit que oui, ne parle pas, on va te donner 300 000 euros. Alors que lorsqu'il y a une colère collective, lorsqu'il y a une conscience populaire qui est déjà en action, ça n'a pas de prix. On ne contrôle pas l'intuition collective d'un peuple qui a faim, qui a soif, qui n'a pas de route, alors qu'on peut contrôler la bouche d'un leader politique. On l'a vu, on l'a revu. Donc, je reviens toujours sur ce sujet. La souveraineté appartient au peuple. Si le peuple ne comprend pas qu'il est le faiseur de roi, qu'il est le leader qu'il attend, que c'est lui-même qui détient le mot d'ordre qu'il attend des leaders, on est mal parti, malheureusement. Donc, dans ce qu'on est en train de se dire que le peuple doit se préparer à, dans cette préparation-là, il y a aussi se mettre ça dans le subconscient que nous sommes les décideurs de notre avenir. Notre avenir n'est pas dans la main d'un leader politique qui va dire Kacham ou bien qui va dire allez, à vos marques, préparez. Non. Sinon, on peut attendre longtemps parce que ce régime a les moyens de museler les leaders politiques pour que justement un leader politique ne dise jamais le mot d'ordre. Ils ont même les moyens de l'acheter, bref, de couper même. On a vu dans des pays, on a coupé Internet. On a coupé Internet justement pour limiter la communication. Et lorsqu'on dit, vous avez vu ce qui s'est passé au Népal, vous avez vu ce qui s'est passé à Madagascar, est-ce que vous avez le nom d'un leader? Il n'y a pas eu de mot d'ordre. Il n'y a pas eu de mot d'ordre. Mais la configuration n'est pas pareille. Et ça, là, tu es dans un développement scientifique de la chose et qui peut être propre à un pays et différent à un autre. Le printemps arabe. J'ai surpris des similitudes. Hein. C'est-à-dire que moi, j'ai fait l'exercice de comparer un peu le Népal avec le Cameroun. Il y a au moins 37 similitudes de la situation politique. Et si on reste dans notre position pour dire que non, le Cameroun, c'est le Cameroun, ce n'est pas la même chose, on ne va jamais y arriver. Dans la révolution aussi, on apprend de ce qui se fait ailleurs et on se l'approprie, surtout lorsque tout s'y prête. C'est aussi ça le jeu, c'est de se dire que le Cameroun n'est pas, c'est vrai, on aime dire qu'on est le continent, on est le pays le plus spécial de la Terre, mais on n'est pas une spécificité scientifique. Ce qui s'est passé ailleurs trouve écho aussi au Cameroun. Et il faut aussi qu'on passe de l'action. Il faut penser la lutte. Et penser la lutte, c'est regarder aussi dans l'histoire qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Regarder aussi dans l'actualité ce qui se fait ailleurs et ce qu'on peut utiliser. On ne peut pas se dire que non, les contextes sont différents. Le Cameroun n'est pas une spécificité planétaire. Il y a bien des choses qui peuvent s'appliquer et qui peuvent nous aider dans la démarche qu'on veut entreprendre si on veut libérer ce beau pays. Ouais. Surtout que
Surtout que le Cameroun, comme toute dictature, a ses vulnérabilités. Il faut savoir les détecter et surtout les exploiter. Il y a des... Qui auraient imaginé que la chute de Bongo se fasse aussi rapidement et aussi simplement, sans effusion de sang? Qui aurait pu imaginer? C'est pour dire que le régime Biya, malheureusement, je ne sais pas, à leur place, je ne sais pas comment j'aurais le sommeil, je pourrais me coucher, m'allonger dans mon lit et dormir paisiblement. Parce que tout est réuni pour qu'il y ait à tout moment la chute de ce régime. C'est un régime qui est à bout. Rien ne peut. On ne peut pas s'attendre, on ne pourra plus s'attendre au miracle. C'est un régime qui est à bout, avec plusieurs vulnérabilités qu'on pourrait exploiter. Il y a énormément de choses qui pourraient faire en sorte que le régime tombe d'ici demain matin. Tout à fait. Mais on constate aussi qu'en 2018, il n'y a véritablement pas eu de campagne électorale du RDPC. Mais depuis quelques jours, nous voyons quand même des caravanes, ce qu'on n'a pas vu en 2018, sauf que on constate de plus en plus le rejet de la population. Suite à des sorties du RDPC, de plus en plus, ce rejet est visible. Et j'ai envie de dire, Emma Rose, où est Paul Biya? Ah bah, si vous avez la réponse, je suis preneuse, hein. Je vois des photos, je vois des statues, je vois des affiches, je vois des poupées, je vois tout ce qui ressemble, hein, à la personne, mais la personne en elle-même n'est pas, en tout cas, n'a pas l'air concernée par ce qui se joue, hein. On croirait même que voilà, c'est quelqu'un qui va prendre sa retraite, parce que quand, à quelques jours de l'élection, on vous voit en Suisse, on vous voit dans des déplacements. Donc, c'est une question qui ne se pose plus depuis quand même plusieurs années. Bon, mais, ça se voit. Ça se voit qu'il n'est pas là. On va regarder ça et je vais reposer ma question. Le président était dans mon quartier. Je suis devant la postère. Le président était dans mon quartier. Je suis devant la postère. Emma Rose, où est Paul Biya? Vous venez de le voir, il est en campagne. J'aurais eu la même réponse. Mais vous venez de le voir en campagne. Vous voulez, il y a des témoins oculaires, il est en campagne là. Alors, je pense que même cette vidéo, personnellement, quand j'ai vu cette vidéo, ça aurait été des opposants ou des Camerounais qui se manifestaient, j'aurais pu comprendre. C'est la caravane du RDPC. Ce sont les militants du RDPC. Ce sont des fidèles du RDPC qui ont choisi, lors de leur sortie, au lieu de leur champion, trouver une statuette. Une marionnette. Au sens propre du terme. Pour représenter leur champion. Je pense que le Cameroun a touché le fond. Ça prouve simplement que c'est des gens qui sont tellement embarrassés qu'ils ne vivent plus le ridicule. Le ridicule ne les affecte plus. Mais si tellement ils sont embarrassés. Oui, ma question. Pour un parti politique normal, avec des cadres, avec des structures disciplinaires, est-ce que c'est pas condamnable ce qu'on vient de voir? Est-ce que l'instance suprême du parti au pouvoir, du RDPC, ne peut pas condamner cet acte? Comment on peut, lors
à une période aussi cruciale, représenter le champion sachant qu'il est absent, façon de narguer le public. Vous voulez voir Paul Biya, le voilà avec sa femme. Est-ce que c'est pas condamnable? Un parti sérieux. Moi, je vais demander à Emmaos, qui est de la société civile ce soir, j'ai envie de partager avec nous ce que tu as ressenti quand tu vois cette vidéo. C'est pour ça que j'ai reposé la question à Paul Biya. Oui, je l'ai vu. Voilà oui. Alors, moi, tout ce que j'ai envie de dire, c'est que ce qui me choque, enfin, ce qui te choque, c'est de voir justement un peu la mascotte qui défile à la place de la personne. Moi, ce qui me choque, c'est le fait que ça ne choque pas ceux qui sont au Cameroun et qui voient cette mascotte. Dans la vidéo, on voit le monsieur, il a sa bière. Ah bien, oui. Il en fait de l'humour, hein. Il en fait de l'humour. Moi, c'est ce qui me choque. C'est-à-dire qu'on a l'impression que les gens sont anesthésiés face à l'absence de la personne qu'ils ont, entre guillemets, choisie pour gouverner ce pays-là. Et donc, des gens qui se sentent aussi peu concernés par la présence de ce président, est-ce que c'est ces gens-là qui vont, lorsque le moment crucial sera là, se lever pour défendre? Donc, c'est une question que je lance comme ça. Mais donc, on a été, malheureusement, on a été habitué à ce président absent, ce président figuratif. Il est comme, j'ai envie de dire, je ne veux même pas blasphémer, mais il est comme, sa photo, c'est comme la croix de Jésus, c'est-à-dire que dans les églises, on la met pour signifier que il est homme. Et ce qui est drôle, il y a un ministre de la communication dont le nom commence par T, il avait dit, il est omniprésent, il est... Tu as bien fait de ne pas citer ce nom. Oui, je vais être très gentille. Mais il me semble qu'il y a I était dans... Bref. Donc, il avait dit que le président est omniprésent, omniscient et tout ça. Et malheureusement, on vit ça. C'est carrément comme une religion. Lorsque le simple fait de voir une effigie, c'est-à-dire que ce soit le pagne, que ce soit les poupées, que ce soit la photo, le fait de voir ça, c'est voir le président. Donc l'autre a dit que c'est le créateur et qu'ils sont des créatures. Bon, voilà. C'est compliqué. Merci beaucoup. C'est phrase Aniro. Cette sortie... cette phrase ou cette belle parole de ce ministre de la Communication que nous allons mettre thème à cette émission. Le nom commence par T. Ouais, ben, donc, merci pour ceux qui ont été là. On le disait encore au début de cette émission que United for Cameroon appelle les Camerounais à prendre leurs responsabilités. Dimanche prochain, de converger tout vers les bureaux de vote, voter, surveiller, attendre et défendre les votes. United for Cameroun. Et puis aller vers le contentieux post-électoral à Yaoundé. Voilà. Donc, vous avez compris la position de United for Cameroun qui n'est toujours pas différente de celle de l'APC, mais tous les coordonnateurs sont prêts, ils aspirent. Pour ceux qui sont en marge de voter, ils iront voter et ils vont défendre leur vote. Nous allons certainement revenir dans les prochains jours pour en discuter forcément sur cette défense-là. Nous remercions infiniment Emma Rose pour sa disponibilité. Aussi tardive, nous avons mis cette émission, mais nous nous en excusons Emma Rose pour le retard de début et nous espérons te revoir sur ce plateau pour échanger avec nous, avec les Camerounais. J'ai vu dans les commentaires, ça a changé un peu des gens qui ont l'habitude de te voir sur TikTok, qu'on te voit moins un peu là sur le plateau de United for Cameroun. Merci. Avec plaisir, avec plaisir. Peut-être à la longue, je deviendrai omniprésente. Voilà. Tu pourras nous faire aussi ton effigie pour United for Cameroun. Restez connectés. Partenaire de United for Cameroun, pourquoi pas? Pourquoi pas?
Alors, je laisse donc Annie à ton mot de fin, Emma Rose. Je dis toujours, nous avons une partenaire, Annie Rose. Et tout à l'heure, j'ai voulu dire, je préfère, si je vais toujours dire Emma Rose, je vais me tromper. Donc, je reste sur Rose. Tantôt, c'est Emma. Je suis désolé, Emma Rose, que par moment. Non, pas de souci. Voilà. Pas de souci. Je vais te laisser. En tout cas, c'était un plaisir en tout cas d'échanger un peu sur les questions des présidentielles ensemble. Et moi, ce que je vais dire en définitive, c'est que la question aujourd'hui n'est plus qui va gagner les élections, est-ce qu'il faut aller aux élections, est-ce qu'il ne faut pas aller aux élections. La vraie question, c'est qu'est-ce que le peuple camerounais, dans sa diversité d'opinions, met en place pour s'assurer que le plus tôt possible, c'est-à-dire que ça commence, ça peut même se faire dans 10 minutes, ou voilà, toujours est-il, qu'est-ce que le peuple camerounais met en place dès à présent pour s'assurer de récupérer le plus tôt possible sa souveraineté. Qu'est-ce qu'on met concrètement? Parce que pour moi, l'enjeu, pour qu'on puisse y arriver, c'est de sortir des slogans. Si on a décidé qu'on va récupérer notre souveraineté à travers des élections, il faut se préparer à surveiller, défendre le vote, indépendamment du leader politique que certains surnomment déjà. Bref, le diable chou. Et lorsqu'on marche avec le diable, il faut être très malin parce que le diable est rusé. Donc voilà, je laisse ça comme ça. Pour ceux qui estiment que comment dire, le peuple doit récupérer sa souveraineté à travers d'autres canaux que les élections, qu'est-ce qu'on met concrètement en place pour que ça se fasse, pour sortir du slogan de dire que voilà, on va. Qu'est-ce qu'on met en place? Le 12 octobre ou avant, le changement, ce n'est pas un candidat. Le changement, ce n'est pas un slogan. Le changement, ce n'est pas un moyen. Le changement, c'est la fin. C'est l'objectif final. C'est une posture qu'on doit collectivement commencer à incarner contre ce régime qui est en place depuis 43 ans. Donc, l'histoire ne retiendra pas quelle était la bonne version. C'est-à-dire que l'histoire ne retiendra pas que non, le meilleur moyen finalement c'était la rue, non, le meilleur moyen c'était les élections. Non, l'histoire va retenir la lucidité et la dignité d'un peuple qui a décidé justement enfin de se tenir debout, quel que soit le moyen choisi. Donc, soyons prêts à nous mobiliser collectivement pour l'avenir du Cameroun, quels que soient les moyens. Voilà. Je pense que c'est tout ce qui me vient en tête. On a tellement approfondi les sujets, mais voilà ce que moi je peux dire pour mon mot de fin. Merci. Merci. Hilaire. Alors, merci encore une fois de plus. C'est toujours un plaisir d'échanger avec nos followers sur ce que nous faisons, sur l'actualité. Et actuellement, nous comptons énormément sur la mobilisation collective de la communauté du changement pour que le changement soit vraiment acté, que le changement devienne une réalité. Ce changement dont nous avons si longtemps appelé de nos voeux. Sachons une chose, les élections vont avoir lieu le dimanche prochain. Allons voter massivement, d'abord en toute âme et conscience, surveillons nos votes et puis déportons-nous massivement à Yaoundé pour le contentieux post-électoral, parce qu'il y aura contentieux post-électoral. On connaît le Conseil constitutionnel, on connaît l'ECAM. Ils ne peuvent pas nous servir une élection crédible. L'élection se jouera pendant le contentieux post-électoral qui est ouvert au public, tous les Camerounais. Et Dieu aidant, la Cour constitutionnelle est à un jeu de pierre de tout dit. Donc, quand nous serions au contentieux post-électoral, nous aurons aussi un œil sur Étoudi qui se trouve juste à un jeu de pierre de l'hôtel Montphébé.
où siège le Conseil constitutionnel. Donc, voilà mon mot de fin. Merci encore une fois de plus pour... Merci. Merci, Hélène. Merci pour ceux qui sont restés jusqu'à cette heure. Et vive le Cameroun. Et puis, restons concentrés. On va se séparer sur ce morceau choisi de TVC Monde qui récapitule un peu la vie de Paul Biya.